Bienvenue au podcast de RevTech System, une série de balados axée sur la robotisation, l'automatisation, la culture d'innovation et bien plus encore. Je me présente, Antoine, spécialiste aux applications chez RevTech System, et c'est avec un grand plaisir que je co-anime ce balado avec le cofondateur lui-même, M. Alexandre Parut. Salut Alex, comment vas-tu? Salut Antoine, ça va toi? Ça va très bien, merci. Aujourd'hui, pour rester un petit peu dans la même lignée là, que les derniers balados qu'on a fait les dernières semaines, on va vous présenter une nouvelle page qui est maintenant disponible sur notre site web, notre nouveau site web, axé encore une fois sur une nouvelle application qui est la robotique guidée par la vision. Yes. Pour ouvrir ça, dans le fond, je vais vous lire le premier petit paragraphe là, que nos auditeurs vont commencer à... Quand ils vont arriver sur le site, ils vont voir ça. Ça va donner une première définition un peu. Exact. Fait que je cite, là, donc je rouvre les guillemets. La robotique guidée par la vision fait référence à l'utilisation de systèmes de vision et de capteurs optiques pour permettre à des robots d'interagir avec leur environnement en utilisant des informations visuelles. Ces robots peuvent utiliser des caméras ou d'autres dispositifs de vision pour percevoir leur environnement, détecter des objets, suivre des trajectoires, reconnaître des formes ou effectuer des tâches spécifiques en se basant sur les données visuelles acquises. L'équipe de RevTech System se spécialise dans l'intégration et le développement de cellules robotiques guidées par la vision artificielle. Les systèmes de robotique guidés par la vision permettent aux robots d'être plus flexibles et adaptés dans leur action, car ils peuvent s'ajuster en fonction des variations de leur environnement détectées par des capteurs visuels. Donc, Alexandre, est-ce que Yes. tu peux un petit peu nous rajouter des mots sur ce beau petit texte? Ouais, ben aujourd'hui, on va essayer de vulgariser, on va essayer de mieux expliquer là, dans des termes un peu plus familiers là, qu'est-ce qui est la vision, la robotique guidée par la vision, la fameuse Vision Guided Robotics. Puis on va essayer d'utiliser les différents exemples. Là. Il y a des exemples quand même relativement simples, puis des exemples un peu plus complexes. Fait qu'on va essayer de démystifier un peu là, Tout ça. exact. Là. Essayer de mettre des exemples sur un paquet de situations différentes, comment que la perception de vision, c'est quoi vraiment. Là, parce que c'est vrai que c'est pas juste. Nous, on pense à une caméra, on va dire une webcam où on voit tout, on sait tout et on a toute l'information, là, mais c'est beaucoup plus que ça. Là. Il y a beaucoup plus que les caméras. Puis en termes de données, là, il y a beaucoup plus que juste une image à prendre en considération. Super. Puis quoi de mieux, dans le fond, que pour répondre à ces questions-là, puis comme on a dit, Alex, le verbaliser, Ouais. que de répondre à notre fameuse section questions fréquentes. Yes. Donc, moi, je pose des questions et Alex s'amuse à les répondre. Première question. Qu'est-ce que la robotique guidée par la vision et en quoi diffère-t-elle de la robotique traditionnelle, soit sans la vision? Oui, la robotique, là, traditionnelle, c'est un robot sans système de vision. Dans le fond, la façon la plus simple de le résumer, c'est d'imaginer un robot un peu à l'aveugle. Donc, c'est un robot qui va avoir une séquence de programmation, une séquence de mouvement, une séquence de motion qui va être préprogrammée à l'intérieur du contrôleur. Puis le robot va se promener à l'intérieur de cette séquence-là, donc va bouger dans l'espace, mais sans nécessairement faire aucun ajustement basé sur une donnée qui a été tirée d'informations visuelles. Fait que le robot va constamment reproduire la même trajectoire à l'intérieur de sa tolérance de répétabilité. Quand on vient mettre un système de vision dans une cellule robot, ce que ça nous donne la possibilité de faire, là, puis encore là, c'est dans la majorité des cas, là, parce que le système de vision peut être utilisé à plusieurs sources. Là. Mais quand on regarde la trajectoire qu'on va dire à l'aveugle, où ce que le robot passait par des positions, puis venait à ces positions-là de façon répétable à l'intérieur de sa répétabilité, ben, la vision a fait en sorte qu'on peut venir altérer ces positions-là, altérer ce motion-là. Donc, on pourrait penser que le robot va faire la même séquence qu'il faisait à l'aveugle, mais chacune des positions pourrait être variée en fonction d'une réponse ou de data provenant d'un système de vision. Parfait. Puis, on pourrait également générer automatiquement, là, dans certains projets, on génère automatiquement des trajectoires. Donc, le robot n'a pas vraiment de, de trajectoire ou de motion de préprogrammé. Puis, le système de vision va venir va venir un peu définir ce motion-là, puis on va calculer le motion du robot. Fait que c'est là qu'on dit que le système de vision vient donner vraiment beaucoup plus de jeu, beaucoup plus de flexibilité à la cellule robot. Fait que c'est là qu'on tombe, on parlait dans d'autres podcasts de ne pas voir la robotique comme déployable uniquement dans des environnements à volume, mais de voir un peu comment peut-être, là, c'est peut-être un système de vision qui est la réponse, juste des données ou autre, là, mais le système de vision est une des solutions qui nous permet de rentrer dans du IMX Low Volume. Ensuite, au niveau de la vision, là, on parle de vision qui sont venues altérer les motions du robot, mais
la vision peut aussi permettre au robot de prendre certaines décisions dans son processus de production. Autrement dit, on a des cellules dans le bois pour l'appréhension de pièces. On a développé un système de vision qui fait un triage, une analyse, une inspection du bois pour définir dans quelle ligne de production on doit alimenter la pièce. Mhm. Fait que dans ce cas-là, le robot navigue à l'intérieur d'une trajectoire qui est quand même assez constante, on va dire. La position de pic du morceau va varier en fonction de la vision. Puis la position de dépôt vont être fixes, mais à laquelle on va déposer le morceau va dépendre d'un résultat du contrôle qualité de vision. Fait qu'il peut être utilisé à plusieurs sources, mais c'est vraiment que ça vient apporter vraiment plus de flexibilité, autant dans la prise de décision du cycle de production que dans les positions robots même. Fait que là, tu as expliqué un petit peu là, dans une situation de pick and place, là, fait que dans le fond, on viendrait Ouais, prendre, puis on viendrait déposer là, selon des ouais, analyses puis des réponses qui vont être données. Puis tu as glissé aussi un petit peu quelques mots là, sur la génération de trajectoire. Là. ouais. Tu peux-tu peut-être donner un exemple aux auditeurs ou concrètement, là, c'est dans quelle application qu'on verrait ça, là, de la génération de trajectoire, par exemple? La génération de trajectoire qui provient d'un système de vision. Ouais, par exemple. Ouais. Dans le fond, on a, il y a plusieurs, on pourra rentrer parler un peu plus en détail là, des différents systèmes de vision tout à l'heure. Mais je vais essayer de bien la vulgariser. Là. Dans une de nos applications de découpe au plasma, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la vision 3D pour numériser une pièce. Puis notre logiciel vient faire cette analyse-là de la pièce pour savoir où qu'on doit couper avec le plasma sur la pièce. Ok. Donc, dans ce cas-là, c'est vraiment le résultat de la vision. Dans le fond, on a une image qui provient de notre capteur de vision. On a un traitement qui est fait sur l'image, un traitement mathématique, qui va nous sortir les positions de découpe du robot. Puis on va envoyer ces positions de découpe-là au robot pour faire la découpe au plasma. Parfait, très clair. Prochaine question. Quels sont les principaux composants d'un système robotique guidé par la vision? Ouais, on va essayer de les. Puis encore là, c'est vraiment on voit. La vision, c'est un domaine en soi, la robotique, c'est un domaine en soi, de marier les deux comme on le fait chez RevTech, aussi bien, là, ça demande un certain défi. Là. Fait qu'on va essayer de le résumer. Là, on ne couvrira peut-être pas toutes les principales composantes, mais on est vraiment allé avec un peu ce qu'on voit un peu plus là, Mhm. courant, puis essayer de mettre ça dans certaines catégories. Fait que, c'est sûr que dans le fond, à l'intérieur d'une cellule de robotique guidée par la vision, là, on a les composantes robots, on a tout ce qui est composantes en lien avec le procédé. Fait que, par exemple, dans une application de peinture, on va avoir des équipements de peinture, des convoyeurs, des systèmes Mhm. d'entrée et sortie de pièces, et ainsi de suite. Puis si on sépare ça vraiment au niveau de la vision, ça va vraiment dépendre de l'application. Qu'est-ce qu'on a besoin de voir? C'est quoi les capteurs qu'on va utiliser et ainsi de suite. Mais normalement, on va avoir un capteur optique qui va être un peu le device, le hardware qui va nous donner, qui va aller faire la prise d'informations vision, la prise Mhm. d'image, si on peut dire. Dans ces capteurs optiques-là, on peut retrouver des capteurs 1.2. Fait qu'un capteur 1.2, là, on en voit beaucoup sur le marché. Là, on peut aller voir, par exemple, le Omron ZX1, qui est dans le fond, c'est un faisceau laser qui va retourner une distance par rapport au capteur. Donc, on appelle ça un capteur une dimension qui va nous Mhm. retourner une distance en Z, on va dire, par rapport au capteur. On a les caméras 2.2, qui sont des caméras relativement assez connues, là, qui vont nous retourner une image pareille comme une photo. Puis, on a des caméras 3D que eux, il y a plusieurs façons de faire des caméras 3D. On va en parler tantôt. Il y a plusieurs technologies du 3D, mais qui vont nous retourner une image, mais avec une notion de profondeur. Ok. Donc, au lieu d'avoir seulement on va dire un XY dans une caméra 2D, on va avoir un XY et un Z dans cette image 3D-là. Euh, Puis en plus, avec les orientations perpendiculaires aux surfaces, bref, pareil, il y a une image 3D. Ensuite, on a des caméras, on a des couleurs, pas couleurs aussi. Puis ensuite, on a la caméra, puis ensuite, on va avoir ce qui est lentille, ce qui est optique, qui est tout aussi important que la caméra. Le choix de l'optique va dépendre vraiment du champ de vision à précision qu'on va avoir, qu'est-ce qu'on veut chercher, l'environnement de travail qu'on a. Ensuite, au niveau des composantes dans le système de vision, il va y avoir les composantes pour contrôler l'environnement. Ça aussi, c'est souvent négligé. Là. On voit des fois des applications de vision où l'environnement est moins contrôlé, mais il faut vraiment comprendre que implanter de la vision, ça peut être quand même très sensible à l'environnement, à tout ce qui est lumière ambiante. Donc, souvent, on va avoir des lumières, on va avoir des backlights, on va avoir des boîtiers pour venir bloquer, Mhm. venir contrôler la luminosité à l'endroit où on veut faire notre vision. Fait qu'il va y avoir un peu les composantes du système de vision en termes de contrôle de l'environnement.
Puis finalement, il va y avoir un système de traitement de données de vision. Fait que souvent, il existe des smart cams où on va faire la prise d'image, on va programmer les algorithmes à l'intérieur de la smart cam. Puis la smart cam va uniquement retourner des positions robots. Fait que tout le traitement va se faire à l'intérieur de cette smart cam, caméra intelligente-là. Mhm. Sinon, le traitement peut aussi être fait là, dans les contrôleurs robots. Là, la majorité des marques robots ont déjà des outils de vision intégrés qui vont fonctionner avec certains types de caméras. Donc, le traitement d'image, autrement dit, les calculs par rapport à voici ce qu'on a vu et voici la position de qu'est-ce qu'on cherche dans notre image. Ça peut être fait dans le contrôleur robot. Ça peut être fait aussi PLC, PC de vision ou même un PC industriel. Rendu là, ça dépend vraiment de. Il faut trouver où sont les outils qui vont nous permettre de traiter notre image, mais il faut prendre en considération qu'on va avoir un outil, un hardware qui va faire le traitement d'image. Il faut être conscient que ça va être à définir en cours de projet. Super, très clair. Prochaine question. Quel type de caméras sont couramment utilisées en robotique guidée par la vision et comment choisir la caméra adaptée à une application spécifique? Ouais. Je pense que la meilleure façon là, de. Il n'y a comme pas de secret pour choisir la bonne caméra. Là. Je pense que c'est la seule chose que je peux dire, c'est vraiment regarder, là, au niveau robotique, regarder c'est quoi le résultat que j'ai besoin, c'est quoi les variables que j'ai de besoin. Est-ce que c'est seulement un Z? Est-ce que c'est un X, Y, Z? Est-ce que j'ai besoin de données de couleurs? C'est quelle information que j'ai besoin de ce système de vision-là? Après ça serait comme un peu d'écarter comment je pourrais dire ça? D'écarter la portion robotique parce qu'on sait qu'est-ce qu'on doit livrer au robot pour être capable de faire l'application. Mhm. Puis de regarder vraiment l'application de vision d'un point de vue, là, vraiment expertise vision. Il y a vraiment beaucoup de solutions. L'idéal, c'est de partir tout le temps avec les trucs les plus simples. Par exemple, un capteur 1.2 puis monter en complexité jusqu'à ce qu'on ait la solution fiable et répétable là, pour résoudre le problème. Fait qu'au niveau des capteurs optiques, on va parler tantôt de caméra 2D. Dans le 2D, là, il y a des line scans aussi là, qu'on n'a pas parlé tantôt. Une caméra 2D, on va dire standard, là, on va avoir une image XY, là, pareil comme si on prend une photo. Une line scan, c'est que la line scan, elle va nous sortir seulement qu'une rangée de la photo. Puis il va falloir comme encoder la prise d'image pour bâtir la photo au complet. Fait qu'on peut le voir un peu comme d'un imprimante. Là, quand on voit Mhm. l'impression qui se fait, on fait une ligne de pixels à la fois. Ben, les caméras line scan, c'est un peu ça qu'ils nous font. On a les caméras qui sont, on va dire, non intelligentes, qui font que de la prise d'image et envoyer les résultats d'image à un logiciel de vision. On a les smart cams qui, eux, vont faire du traitement à l'interne. Ensuite, on a du 3D. Dans le 3D, on a aussi beaucoup de technologies différentes. Fait que, en gros, c'est comme plate comme ils ont. Toutes les technologies peuvent être utilisées. C'est vraiment de qu'est-ce qu'on a besoin comme Mhm. livrable du côté robot en termes de variables pour notre procédé. Ensuite, tracer une ligne, dire on doit résoudre notre problème de vision le plus simple, le plus efficace et le plus fiable possible. Puis ensuite, combinons ensemble et faisons le pont entre les deux. Puis ne pas négliger non plus de garder en tête les référencements mathématiques des deux systèmes. Là. Mhm. Que les données qu'on obtient dans l'environnement de vision, on est capable de les interpréter dans l'environnement robot. Fait qu'il y a certaines notions de calibration à faire entre les deux, qui est vraiment non négligeable parce que c'est la portion que si on ne fait pas, ça ne marchera pas. Parfait. Donc, en résumé, oui, l'application robot. Exact. Mais quand on vient parler vraiment de vision ou d'analyse ou bref, tout ce qui concerne ce domaine-là, de le considérer un petit peu à part, faire la Ouais. sélection basée là-dessus, puis après ça, s'assurer de faire un bon pont avec le robot. Exact. C'est comme si le robot il est client du système de vision. OK. Le Ah. robot demande au système de vision voici l'information que j'ai besoin, voici dans quel environnement j'ai besoin, dans quel Mhm. espace géométrique j'en ai besoin. À cette heure, part avec ça, puis arrive-moi avec les livrables, mais on n'a pas besoin de Mhm. trop considérer le robot là, quand on regarde le système de vision qu'on utilise. Super, très clair. Prochaine question. Les robots guidés par la vision peuvent-ils percevoir et interagir avec des objets dans l'espace 3D? Quelles sont les méthodes utilisées pour la vision 3D? Ouais. Le 3D, oui, on peut facilement l'utiliser. Là, c'est uniquement une question de mathématiques plus complexe. Puis le meilleur exemple qu'on peut donner, là, c'est tantôt on parlait d'un capteur une dimension, Mhm. qui est un capteur analogique qui va donner une distance on va dire dans la direction Z de notre capteur. Par exemple, si on utilise ce type de vision-là dans un système, par exemple, où ce qu'on fait de la palettisation, puis on veut simplement voir la hauteur de la palette pour faire notre référence zéro, où ce qu'on va débuter notre palettisation, on s'entend que la mathématique est relativement simple. Là, Mhm. on a notre plan de travail, on va avoir une mesure qui va être de 12 mm, on va faire une offset en Z de 12 mm, Mhm. puis la question est réglée.
Quand on tombe dans la vision 3D, bon, on n'a pas juste le Z, on a le X, le Y qui est le Z qui doit être interprété. Puis souvent, dans les applications de vision 3D, on va rentrer dans aussi une notion d'orientation du robot. Fait qu'on va rentrer en est-ce que je veux être perpendiculaire à la surface? Ben, comment je vais trouver la perpendicularirité face à cette surface-là? Fait qu'on rentre juste dans des calculs qui sont un peu plus poussés au niveau mathématique avec un X, Y, Z. Et normalement, en termes robots, un WPR, là, les orientations IA pitch roll du robot par rapport au point où ce qu'on veut aller. Fait que c'est vraiment une notion mathématique, mais oui, ça peut être appliqué. Au niveau des technologies, là, ce qu'on voit le plus courant, là, c'est de la triangulation laser, donc au niveau des caméras 3D. Triangulation laser, en gros, en résumé, c'est une caméra 2D qui va regarder une ligne laser, puis qui va nous retourner Un un- profil. qui va nous retourner. Ben, dans le fond, il va falloir la balayer pour créer notre profil. Mais si on prend un snapshot de cette laser-là, il va nous retourner, on va dire, un Y qui est le long de la ligne laser, puis une distance en Z de cette ligne laser-là par rapport au capteur. Mhm. Puis pour construire le reste de notre. Dans le fond, là, on avait le Z et le Y. Pour construire notre X, on doit déplacer ce faisceau-là ou on doit déplacer la pièce en avant du faisceau, construire notre image. On a aussi le time of flight, qui est vraiment plus un snapshot qu'on va prendre. Puis selon la distance, la vitesse de la lumière qui va revenir dans le sensor va nous donner la distance en Z de cette surface-là. Puis, on a le structured light, où ce qu'on va voir des fois des systèmes de vision là, où qui vont projeter des patrons de lumière. Mhm. Puis, les capteurs vont analyser ces patrons de lumière-là, puis ils vont avoir une combinaison qui est faite pour retourner une image 3D. Fait qu'encore là, on est plus en snapshot à ce niveau-là. Fait que c'est ce qu'on voit le plus fréquemment utilisé présentement là, dans l'industrie en termes de technique de vision 3D. Parfait, super, très clair. Dernière question. Quels sont les principaux facteurs à considérer dans la conception et la mise en œuvre d'un système de robotique guidé par la vision pour une application Mm. industrielle spécifique? D'entrée de jeu, je pense qu'il faut comme un peu briser. Il faut juste faire la ligne là, de dire c'est pas parce qu'on le voit que c'est facile. Là. Mhm. On a tendance des fois à dire ah ben la vision, je le vois avec mes yeux, C'est ça va réglé. être facile. Ouais. C'est bizarre la vision autant que ce que tu vas voir avec tes yeux, là, l'humain va être extrêmement performant dans son traitement d'image. Fait que autant ce qu'on va voir avec les yeux peut être difficile à voir avec un système de vision, autant que ce qu'on voit pas avec nos yeux peut être vraiment Mhm. facile. Par exemple, on a fait chez FTech là, des analyses de position d'un point de colle transparent sur une capsule transparente. Puis on s'entend, le système de vision, une fois bâti, était beaucoup plus rapide que l'humain dans ce genre d'application-là. Mais quand on rentre dans le naturel, des fois, tout ce qui Mhm. est inspection du bois, puis ainsi de suite, ben, l'humain, il a un jugement plus rapide sur des nouveautés qui arrivent. Là. Par exemple, un lot de bois qui va arriver vraiment différent de ce qui arrive d'habitude, beaucoup plus brun, beaucoup plus noir ou beaucoup plus clair avec des Mhm. nœuds un peu bizarres. Ben, ça va être plus dur. Fait que c'est de briser un peu ça puis de dire il n'y a aucun lien avec ma vie. Ben, il y a pas de. La perception que j'ai humaine de ce que je vois en avant de moi n'a pas vraiment de lien avec l'application autre que de choisir dans quelle ligne directrice au niveau des technologies qu'on va y aller. Mais ça ne confirme pas que si je le vois avec mon œil humain On peut le ou si faire. je le vois pas, on ne peut pas le faire. Euh, Ensuite, c'est vraiment de comprendre la mathématique. Là. Le robot va travailler dans un univers 3D, X, Y, Z, W, il va se promener dans cet univers-là. Il y a souvent plusieurs référentiels dans une cellule robot. Là. On a une origine, on a le world du robot, mais il y a beaucoup de référentiels en fonction des procédés. Puis ça va changer d'une application à l'autre. Fait que c'est de bien comprendre la caméra, le résultat de vision, il nous est retourné dans quel repère, puis vers où qu'on veut. C'est dans quel repère qu'on a besoin au niveau robot dans son espace 3D. Fait que c'est un des défis qui est vraiment à comprendre dès le début, parce que si on arrive au final et on n'est pas à faire le pont entre les deux, on n'aura jamais des bons résultats. Fait que je dirais que c'est un peu ça les plus gros défis là-dedans. Puis la dernière chose, c'est quand on va rentrer dans la. Surtout peut-être dans la génération de trajectoire, là, dans la variation d'une trajectoire, dans la variation d'un point, ça se contrôle quand même bien. Mais dans de la génération de trajectoire, il faut comprendre aussi que oui, on peut trouver où ce que le robot veut aller, mais dans une application, si on fait de la génération de trajectoire, il faut trouver aussi comment que le robot va y aller. Pour pas qu'il rentre en collision, en singularité, des positions hors d'atteinte. Fait que souvent, il ne faut pas négliger cette portion-là, qui est souvent de la mathématique, qui est quasi beaucoup plus compliquée que de trouver la réponse de vision en soi. Mhm. Je comprends. Très clair. Euh,
Fait qu'en résumé, bon, il existe différents types Ouais, de c'est quand même technologies. très, très large, là. On essaie Mhm. de résumer les aspects les plus importants, là. Sinon, je dirais, c'est vraiment là, vous pouvez regarder sur notre site web, prendre contact avec nous là, si vous avez des questions sur des applications robotiques guidées par la vision. N'hésitez pas à nous contacter, là, que ce soit une cellule existante, tout ce que vous voulez, soit ajouter de la vision, peut-être rechallenger un peu la vision qui est faite, l'améliorer. Bref, on est là pour vous aider. C'est vraiment de vous accompagner là-dedans. Puis on a les capacités aussi de faire des tests à l'interne. Exact. On peut faire des tests à l'interne. On a différentes technologies. Puis de comprendre aussi l'environnement robot. Là, chez FTX, c'est notre spécialité, la robotique. Là, puis de le combiner avec la vision, il n'y a pas de question. Fait que c'est très, très large. On a essayé dans ce podcast-là de le résumer au highlight, si on peut dire. Mais c'est vraiment beaucoup plus vaste. Fait qu'hésitez pas à nous contacter là, si jamais il y a des questions ou quoi que ce soit au niveau vision. Ça va nous faire plaisir. Fait que merci beaucoup, Alex, encore une fois pour ton temps. Très clair. Je suis convaincu que nos auditeurs vont être très satisfaits là, de l'information qui a été donnée ici. Fait que je tiens aussi à rappeler aux différents auditeurs là, qui peuvent nous rejoindre au podcast à commercial revtech6.com. Ça, c'est podcast à commercial revtechsys.com pour toutes questions, commentaires et suggestions. Merci, Alex. Merci aux auditeurs et à la prochaine.